On a un temps maintenant qui s'appelle Point de vue et on a la chance d'avoir sur le plateau deux personnes qui vont pouvoir nous parler de qualité de manière un peu transverse, c'est-à-dire pas simplement sur une pratique professionnelle médicale, mais aussi dans le cadre d'autres types d'exercices. On a Thierry Houselstein, qui est directeur médical de la MACSF, donc qui est du côté assurantiel, on va dire. Et puis on a également Manuel Lopez, qui est membre du Collège de neurochirurgie. Et quand on a préparé cette partie de la table ronde, le débat était assez intéressant parce qu'ils ne sont pas arrivés d'une certaine manière à la qualité par hasard. C'est-à-dire que c'est un processus sur lequel ils ont travaillé à la suite d'un certain nombre d'événements, que ce soit dans le domaine de l'assurance ou dans le domaine de la neurochirurgie. Et je crois que c'est de ça dont on va parler et ils vont nous expliquer comment ils ont pu mettre en place leurs différents processus. Alors j'ai une question tout de suite pour Thierry Houselstein. Quand on est assureur et qu'on assure des professionnels de santé, quels sont les critères? D'abord, comment on arrive à la qualité? Quels sont les critères de qualité, en fin de compte, que vous vous imposez par rapport à une prise en charge qui est une prise en charge assez particulière? Il y a des exercices à risque, des situations qui sont des situations que l'assureur de base, je dirais, n'assure pas forcément. Et puis la deuxième question que j'aurais en corollaire, c'est qu'est-ce que vous attendez, vous, de la démarche qualité, de la qualité de la pratique médicale des confrères qui sont sur le terrain? Oui, c'est un vaste débat. Alors bonjour à tous. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de ce congrès et puis la conférence des URPS d'avoir convié MACSF à intervenir sur ce sujet de la qualité qui nous concerne au premier rang. La qualité pour un assureur en responsabilité civile professionnelle, c'est un vaste débat. Vous l'avez dit, n'importe quel assureur ne garantit pas l'activité professionnelle des médecins et des professionnels de santé. De plus, une assurance, je rappelle que pour tout professionnel de santé, l'assurance RCP est obligatoire. Ce qui n'a pas toujours été le cas, mais depuis 2002, en tout cas, c'est bien évidemment obligatoire. Donc il faut bien avoir en tête que l'assureur RCP vous propose un contrat, propose aux professionnels de santé un contrat qui le lie finalement à ce professionnel de santé et les deux parties ont des obligations et puis bien évidemment des engagements. De votre côté, le professionnel de santé va souscrire un contrat, il va payer une prime pour cette garantie, prime qui sera variable selon le risque, bien évidemment, qui sera à couvrir. Si vous êtes médecin généraliste, psychiatre ou neurochirurgien, le risque n'est pas le même et votre cotisation annuelle, bien évidemment, ne sera pas la même. De l'autre côté, l'assureur RCP, comme on dit, pour responsabilité civile professionnelle, qui est donc cette assurance obligatoire, va devoir remplir également sa part du contrat lorsque vous allez solliciter son activité, à savoir, ce qui est une situation malheureusement assez fréquente désormais, lorsqu'un patient estime que les soins que vous avez délivrés ne sont pas tout à fait conformes ou tout à fait de qualité, pour reprendre un terme qui est d'actualité aujourd'hui. Lorsque le patient estime que ces soins ne sont pas de qualité, il a la possibilité d'émettre une réclamation. Une réclamation qui, dans le langage assurantiel, s'appelle une réclamation, donc, et ce qui nous conduit à ouvrir ce qu'on appelle un sinistre. Le mot n'est pas très sympathique, surtout pour des professionnels de santé. Moi, la première fois que j'ai entendu ce terme-là, je me suis dit, mon Dieu, de quoi est-ce que l'on parle? Mais pour l'assurance, c'est donc un sinistre qui est ouvert. Et l'assureur, dès lors que cette réclamation, que ce sinistre va être ouvert, va être en mesure de remplir sa part du contrat. Un contrat qui est assez large, puisque bien évidemment, il va y avoir un accompagnement du professionnel de santé durant toute cette phase pas très sympathique qui est la réclamation. Il va également être amené à intervenir lorsque ce processus de réclamation passe par une expertise, qu'elle soit amiable, devant un tribunal ou devant une CCI. D'accord ? Donc là, c'est toute cette phase d'accompagnement. Et puis, dans l'hypothèse où la responsabilité du professionnel de santé sera retenue, l'assureur va également remplir son rôle et indemniser le patient ou ses ayants droit. Donc on voit bien qu'on est dans le cadre d'un contrat. Et c'est vraiment un contrat qui lie les deux parties. Et comme tout contrat, il y a des engagements, bien entendu. Voilà. Alors, du côté de l'assurance, lorsque vous venez voir une assurance telle que MACSF, bien évidemment, on va
demander un certain nombre de renseignements qualitatifs, hein, cette notion de qualité, notamment pour vérifier que vous êtes bien apte ou habilité ou compétent à exercer certaines activités. Bien évidemment, il faudra ce diplôme, si on parle du côté médical, un diplôme de docteur en médecine. Et puis ensuite, on va s'attacher bien évidemment à vérifier quelles sont vos compétences ordinales, quelles sont vos compétences dans certaines activités particulières, quelles sont vos compétences, certes, mais également quelle est votre organisation dans les soins. Si vous exercez, par exemple, pour certaines activités plus à risque que d'autres, est-ce que vous exercez uniquement sur un site, sur plusieurs sites? Est-ce que vous travaillez en équipe ou d'une façon isolée? Quel est l'environnement dont vous disposez en cas de difficulté? On a donc un questionnement qui est forcément très médico-légal, qui est également dans la notion de prévention du risque. On essaye d'avoir une vision la plus simple possible de notre assuré, de notre sociétaire, puisque MACSF est une mutuelle, qui, je le rappelle, est également présidée par des professionnels de santé. Donc on essaye d'avoir la meilleure vision possible des conditions d'exercice de nos sociétaires, de façon à pouvoir leur proposer les meilleures garanties, ou en tout cas les garanties les plus adaptées à leur exercice. Voilà, ça c'est du... Pardon, oui. Bonne question. Plus dangereux d'être sur un site ou sur plusieurs sites. C'est très variable selon votre spécialité. Très variable selon les spécialités. Ça, c'est une réponse d'assureur, ça. Mais non, c'est pas une réponse d'assureur. Si vous êtes obstétricien, très, très clairement, sur plusieurs sites, c'est un peu plus compliqué si vous êtes le seul obstétricien de garde, par exemple. Sur d'autres... C'est à la fois le nombre de sites et le nombre de personnes dans les équipes. Oui, bien sûr. D'accord, c'est un croisement entre les deux. Non, on est sur une approche, on ne se contente pas de vous demander votre spécialité, votre compétence, depuis quand vous exercez. On va s'attacher à avoir un véritable panorama, une véritable idée très précise de vos conditions d'exercice. Est-ce que, par exemple, pour mon confrère Manuel Lopez qui exerce la neurochirurgie, est-ce qu'il y a une réa neurochir à côté? Est-ce qu'il fait que du crâne ou que du rachis, etc. Voilà. Neurochir, il y a un peu moins de dispersion, quoi. Il y a un peu moins de dispersion, mais ce qui a quand même son importance. Voilà, donc on essaye d'avoir vraiment ces idées-là très précises. Quels sont les critères de qualité qui sont requis par votre profession pour exercer le métier dans les meilleures conditions? Pour éviter, par exemple, des affaires comme l'affaire Enron. Oui. Qui a quand même bouleversé l'approche de la qualité, en particulier par la multiplication des process, puisqu'on a eu toute la vague de la compliance qui sont arrivés dans tous les process industriels derrière. Ouais. Alors, c'est là où on touche un petit peu comment dirais-je, les limites de l'exercice pour l'assureur de responsabilité civile professionnelle. Parce que si je reprends mon exemple d'un médecin qui est mis en cause par un patient, le patient qui a formulé cette fameuse réclamation, il s'adresse soit à un tribunal, soit à une CCI, commission de conciliation et d'indemnisation. En règle générale, une expertise va être mise en place, désignée soit par un tribunal, soit par la CCI. Et l'expert va avoir à répondre à une mission qui fait 2 ou 3 pages, mais qui en gros peut être synthétisée de la façon suivante. Est-ce que les soins qui ont été délivrés ont été conformes aux règles de l'art, ou aux données acquises de la science? Voilà. C'est la question très très simple. Donc on voit bien que l'expert va devoir répondre à cette question. Est-ce que si je suis opéré par exemple d'une hernie discale, pour rester dans le domaine de mon confrère, est-ce que j'ai été opéré selon la bonne technique? Est-ce qu'il fallait que je sois opéré? Est-ce qu'il fallait qu'on pratique cette voie postérieure, etc. Si j'ai présenté une complication, est-ce que cette complication a été bien gérée? L'expert va répondre à ces différentes questions et au final, on est vraiment sur une notion médico-légale davantage de conformité par rapport à des process, à des règles de l'art qui ont été énoncées. Et c'est là où je veux en venir. Les règles de l'art ne sont pas énoncées par l'assureur RCP. D'accord ? Elles sont énoncées par les sociétés savantes, elles sont énoncées par la HAS, elles sont énoncées par tout un tas de sociétés. Tout à l'heure, ça a été évoqué. Est-ce que ce sont des sociétés, des recos françaises, européennes, anglo-saxonnes? Et l'expert va simplement mettre un calque sur la pratique qui a été mise en place et faire un duplicata par rapport aux bonnes pratiques. Et l'assureur RCP, en gros, lui n'est pas sollicité pour établir ces règles de l'art. On pourra en débattre, mais c'est un autre sujet.
L'assureur RCP, ce n'est pas non plus le Conseil de l'ordre qui va vérifier périodiquement, ça a été évoqué par notre confrère suisse tout à l'heure, je crois, tous les 2 ans, si j'ai bien compris. En France, ce n'est pas tout à fait encore le cas, vous le savez bien mieux que moi. Donc, on n'est pas le Conseil de l'ordre, on n'est pas non plus un organisme social qui va vérifier la bonne prise en charge des actes. Donc, on se retrouve, je ne vais pas dire mis devant le fait accompli, mais pas loin. Et le rôle de l'assureur, justement, dans le cadre de la défense et de l'accompagnement de ce professionnel de santé, ça va être d'œuvrer pour montrer que la prise en charge qui a été effectuée par notre assuré, même si elle diffère du point de vue de l'expert, elle est tout à fait conforme et de qualité. Alors, on passe maintenant, Manuel, à la pratique de la qualité dans la neurochirurgie. C'est un exemple qui est tout à fait singulier, tout à fait spécifique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le process qui est arrivé pour faire en sorte que le collège de neurochirurgie arrive à des critères de qualité qui soient ceux qui président à l'heure actuelle à l'exercice? Alors, là, idéalement, il faudrait remonter, je dirais, à la création de l'accréditation en France. C'est la convergence de plusieurs événements dans les années 90, fin 90-2000, avec les affaires sanitaires, le sang contaminé, la vache folle, etc. On s'est dit, mais il y a des tas de choses qui se passent, et parallèlement à cela, il y a de plus en plus de réclamations, d'indemnisations, et la crise assurantielle qui s'en est suivie. Et de l'autre côté de l'Atlantique, vous aviez aux États-Unis des rapports qui sortaient, notamment l'erreur est humaine. Donc, on commençait à mettre en avant le fait que finalement, il y avait des erreurs qui existaient, qui étaient plus ou moins identifiables. Et en s'y attachant, on s'est rendu compte que finalement, certaines pouvaient même être évitées. Pour exemple, tout à l'heure, on a cité une source de 2 études qui ont été faites en France dans les années 2000, 2004, 2006. C'est des études portant sur les événements indésirables graves associés aux soins. On a mis en évidence que finalement, dans un service de 30 lits, vous avez un événement indésirable grave par semaine. En gros, vous avez, au cours d'une hospitalisation tout à l'heure, on disait, un patient sur 10 aura un événement indésirable. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup. En gros, je crois qu'on a chiffré en France aux alentours de 98 000 événements par an, dont un tiers peut être évitable. Du coup, ça fait quand même matière à réflexion. En 2004, on a créé l'HAS et en 2006, on a attribué à l'HAS la responsabilité de l'accréditation. Et l'HAS a demandé à chaque plateau technique lourd de créer son propre organisme d'accréditation, son propre OA. On appelle ça organisme d'accréditation. Et chez nous, en neurochirurgie, c'est le collège de neurochirurgie qui héberge notre organisme. Donc, ça a été créé en 2006, mais nous, il n'existe que depuis 2009. En 2009, j'étais jeune PH. On avait des complications dans les services de neurochirurgie. On a toujours des complications. Mais en croire mes maîtres, ça n'existait pas. Donc, on s'est dit, mais comment on va faire pour progresser là-dedans? Et je me suis donc inscrit dans le process de l'accréditation en tant que PH à l'époque. Et bien sûr, je continue en tant que libéral aujourd'hui. Alors, l'accréditation, l'idée c'est quoi? Vous avez des événements indésirables graves, et comme ça a été fait dans l'aviation, effectivement, l'idée c'était d'incrémenter une base de données avec ces événements indésirables, et ensuite de les analyser et d'en tirer des enseignements ou des recommandations, appelons ça comme l'on veut. Et donc l'HAS a demandé à chaque organisme d'accréditation d'établir un programme, un planning. Et donc on doit déclarer des événements indésirables graves, on doit assurer une formation continue, les congrès, tout ce que vous voulez, faire des RMM, grosso modo, tout ce qu'on dit depuis le début, participer à l'amélioration des soins via la qualité et la sécurité des soins. Pour revenir à l'aviation, j'avais relevé dans un des diapos de l'HAS que si l'aviation n'avait rien changé, si on restait exactement dans l'incidence des accidents de 1975, aujourd'hui, vous auriez eu 4 accidents graves par semaine.
dans l'aviation. Grâce à leur base Rex est en gros une base de retour d'expérience, ils ont quand même diminué de façon considérable. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en médecine avec l'accréditation. Alors, sur le plan individuel, médical, moi je pense que pour nous c'est très intéressant parce que ça nous donne justement la possibilité de parler librement des complications, des risques, des choses qui arrivent. Avant, on n'en parlait pas, c'était voilé, hein, c'était caché, il ne fallait surtout pas en parler. Aujourd'hui, je pense que la culture du risque est en train quand même de prendre le dessus, la notion de risque, la notion de barrière, etc. Je pense que ça, c'est en partie, je pense, grâce à l'accréditation, mais aussi à la culture générale qui se met en place. Bien sûr, il n'y a pas que ça, hein. Vous avez les RMM, vous avez d'autres outils, si j'ose dire. Mais celui-là, je le pense intéressant dans la mesure où, comme je vous disais au préalable, c'est une incrémentation d'une base de données, laquelle base de données est donc nationale. Donc du coup, chacun dans son coin a peut-être 1 ou 2 événements, mais sur le plan national, ça en fait quantité suffisante peut-être pour extraire un enseignement. Et c'est ce qui est intéressant, parce que nous, par exemple, en neurochirurgie, on est 500 neurochirurgiens, on est 25% d'accrédités, ça veut dire que finalement, on déclare peu d'événements. En gros, on est à peut-être 2000 événements, je crois, en neurochirurgie, sur les 100 000 qu'a la base de données de l'HAS. Vous voyez que ce n'est pas grand-chose. Mais à partir du moment où on participe, on incrémente les uns et les autres, eh bien, on pense pouvoir en tirer vraiment quelque chose. Alors nous, sur le plan de la neurochirurgie, on analyse quelques événements comme les plaies durales, pour ne citer que ça. On a déjà écrit des articles là-dessus, etc. Donc c'est quelque chose qui vraiment contribue à l'amélioration. En tout cas, moi j'y crois. Le seul problème, je dirais, de l'accréditation, c'est que on est peut-être plus sensibilisé dans le libéral parce que, en étant accrédité, on valide d'emblée notre DPC. Alors c'est vrai pour les hospitaliers, hein, mais peut-être qu'ils ont d'autres moyens de le valider, du coup ça les attire peut-être moins. Et en libéral, quand vous êtes accrédité, vous avez un remboursement partiel de votre RCP par la Sécurité sociale, ce qui peut aussi inciter les libéraux plus que les hospitaliers. Moi, dans mon collège, on n'a que 6% d'hospitaliers, c'est-à-dire de salariés purs, qui sont accrédités. Je trouve ça très dommage, parce que finalement, quand on regarde un petit peu les risques des uns et des autres, les hospitaliers ont aussi des risques. Moi, quand j'étais hospitalier, j'avais également des risques. Alors, si je peux continuer, je vais, pour finir, donc, dans cet engagement de l'accréditation, j'ai gravé un petit peu les échelons pour aujourd'hui être le gestionnaire, c'est-à-dire que chaque organisme d'accréditation a un gestionnaire qui va aux réunions de l'HAS et il est épaulé de confrères qui sont experts. Tous, on est formés par l'HAS pour être experts. Expert, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'analyser les événements indésirables graves que chacun met sur le site internet de l'HAS. Tout ça, ça se fait depuis chez soi d'ailleurs. Hein. Et bien sûr, après, on a des réunions d'experts pour essayer de voir si on doit changer le programme, etc. Ça, c'est une façon de procéder. Sur le plan personnel, moi, je pense que voilà, ça peut apporter tout cela. Sur le plan institutionnel, il faut savoir que quand vous avez des médecins qui sont accrédités dans une équipe, ça aide à la certification. Et de plus, quand il y a des médecins qui sont intéressés par la gestion des risques, l'établissement est intéressé parce qu'il y a une collaboration qui peut s'établir et ce n'est pas chacun pour soi. Et sur le plan final, si j'ose dire, de tout ça, c'est quoi? C'est le patient finalement. Parce que si on arrive à diminuer les risques et à améliorer la qualité des soins, eh bien, le grand gagnant finalement, c'est le malade. Cette vision, qui est une vision positive de la qualité et de ses impacts, est-ce qu'elle ne cache pas aussi une réalité qui est la peur du gendarme et le fait de se dire l'augmentation de la judiciarisation d'un certain nombre de cas fait qu'on est obligé d'entrer dans un process qualité, ce qui va manquer d'un peu de désir à vouloir faire les choses selon des process et des méthodologies de qualité. Est-ce que c'est pas un peu la carotte et le bâton ? Non, parce que j'ai sincèrement beaucoup de collègues qui n'y croient pas, ils n'y adhèrent pas et ils sont couverts par les assurances de la même façon. Hein.
Moi, je pense que c'est plus un process intellectuel. C'est plus dans la démarche, je pense, de la médecine d'aujourd'hui, d'essayer, et puis de toute façon, il y a une sensibilisation, je pense, qui commence à émerger. On voit d'un côté, certes, les médecins qui commencent à parler de qualité, mais on voit aussi de l'autre côté les malades qui sont de plus en plus exigeants. Donc je pense que la convergence de ces deux phénomènes nous pousse les uns et les autres peut-être aussi à nous poser des interrogations sur notre démarche de qualité, sur notre façon de faire et de s'améliorer sans arrêt. Et puis il faut quand même se dire, moi je suis en neurochirurgie, je peux vous dire que c'est un métier qui évolue à vitesse grand V. Le cardiologue vous dira exactement la même chose et vous, les généralistes, vous en savez tout autant. Donc on a intérêt quand même aujourd'hui à être, je dirais, au sommet de notre art. Et je pense que l'accréditation est un bon moyen, mais pas le seul, encore une fois. Thierry, pourquoi vous ne réduisez pas de moitié les cotisations de ceux qui sont accrédités? Bonne question. Non, parce qu'on ne peut pas se substituer à un organisme tel que celui qui prend en charge les cotisations. Par contre, bien évidemment que l'assureur RCP tient compte de la sinistralité, c'est un gros mot, hein, je suis désolé, mais c'est un terme assurantiel, tient compte de la sinistralité pour calculer au plus juste, bien évidemment, les primes liées à chaque risque. Voilà. Alors ça, c'est la cuisine classique assurantielle, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes médecin généraliste ou neurochir, vous n'allez pas payer les mêmes, bien évidemment les mêmes cotisations. Un médecin généraliste, grosso modo, verra le gendarme, je reprends votre expression, en gros une fois dans sa carrière. Hein. Un neurochirurgien verra le gendarme, grosso modo, tous les 18 à 24 mois. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu l'extrême, mais actuellement, le taux de fréquence de réclamation vis-à-vis d'un neurochirurgien, c'est tous les 18 à 24 mois. Donc, vous voyez bien que derrière, il y a une spécialité qui, malheureusement, quand quelque chose se passe mal en neurochir, ça se termine par une tétraplégie, une paraplégie. En règle générale, ce sont malheureusement des dossiers qui coûtent relativement cher. Si j'ai 2 minutes, tout à l'heure, on a évoqué le rôle de l'assureur que l'on peut percevoir comme limité puisqu'il ne participe pas, bien évidemment, à l'écriture des recommandations, etc. Néanmoins, l'assureur RCP est extrêmement actif dans la prévention du risque et dans la gestion des risques. Au sein de MACFF, on a bien entendu une équipe assez soutenue qui travaille dans ce sens, que ce soit par des réunions d'information, de prévention, d'explication du risque. Et surtout, on a pu nouer, avec différentes spécialités, on a noué des partenariats qui fonctionnent très très bien. Ce ne sont pas uniquement des partenariats commerciaux, mais des vrais partenariats qui nous permettent de travailler sur le risque et d'aller, on l'espère bien évidemment, vers de la qualité. Concrètement, d'une façon périodique, on présente l'ensemble des réclamations qui nous ont été transmises et les suites, bien évidemment les expertises et puis les conclusions des tribunaux ou des CCI à nos assurés. Là, avec Manuel Lopez, on doit se revoir à la fin du mois pour présenter les chiffres auprès des neurochirurgiens libéraux, pour montrer quels sont les motifs de réclamation des patients, quels sont les motifs de critique des experts, ou au contraire des éléments qui sont positifs, et puis les quelques cas de condamnation, pourquoi les neurochirurgiens ont été condamnés. Voilà. Ce qui permet, dans le cadre d'un échange tout à fait serein, d'informer correctement et d'améliorer derrière les pratiques et donc la qualité. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as une question supplémentaire. Moi, je pense que ce qui serait peut-être très intéressant, comme malheureusement Didier Delettre ne peut pas être présent, on passera aux questions après.